Alors donc on va voir un petit peu maintenant comment effectivement après tout ce qui a été présenté, quelle est la démarche à mettre en œuvre avant de prescrire éventuellement un médicament éveillant chez un patient qui a des apnées et qui le reste sous pression positive continue. Là je me débrouille pas bien. C'est le premier, c'est celui du haut, hein, c'est ça? Ah, c'est le gros? Ah, bon. Ben, j'ai zappé les liens d'intérêt, je crois pas que je puisse revenir en arrière, mais c'est pas grave. Les liens d'intérêt, j'en ai. Vous les avez vus rapidement. Il y a effectivement également Bioprojet. Alors, en France, les autorités de santé ont validé 2 molécules pour le traitement de la somnolence résiduelle sous PPC. Ça a déjà été un petit peu présenté par Jean-Louis. D'une part, donc, le Sunosi ou solvéranfétol, et d'autre part, le pitolisant ou Ozawed. Et ici, vous avez l'intitulé d'AMM qui est repris par la commission de transparence: améliorer l'éveil, réduire la somnolence chez des adultes avec une somnolence persistante sous PPC, une somnolence qui n'est pas correctement corrigée par le traitement primaire, sous-entendu la PPC le plus souvent. Et puis, ça a été dit, dans le cas d'Ozawed, il y a une deuxième indication qui est le patient apnéique, somnolent, qui ne supporte pas le traitement primaire du SAS. Donc c'est un intitulé qui est, vous en conviendrez, assez vague, pas très précis. Et donc il y a eu un groupe de travail qui a été mis en œuvre de la Société de pneumologie langue française et de la Société française de recherche et de médecine du sommeil, coordonné par Isabelle Arnif et Lucie Barato. Vous avez les membres de ce groupe de travail ici, avec des neurologues, des pneumologues, des psychiatres. Et l'idée de ce travail, ça a été de donner aux cliniciens des éléments de conduite, dans quelles circonstances on doit ou on peut prescrire ces médicaments et après quel bilan préalable. Alors, juste quelques mots, un peu de considération un peu générale sur la relation somnolence-apnée. Première chose à retenir, c'est que la somnolence en population générale, c'est quelque chose de multifactoriel. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a des apnées qu'on est somnolent que la somnolence est liée aux apnées. Et vous voyez que dans la population générale, les différents facteurs qui sont associés à la somnolence évalués par les Powers, eh bien, quand on les prend par ordre d'importance décroissante, on a la dépression en premier, donc il faudra bien retenir que c'est le premier facteur de somnolence en population générale, l'obésité, l'âge, la durée de sommeil, le diabète, le tabagisme. Et vous voyez que les apnées, ici, ça veut dire index d'apnée-hypopnée supérieur à 15, arrive en dernière position comme facteur de somnolence dans la population générale. Et vous voyez, quand on fait une analyse multivariée, les apnées du sommeil, quand on prend en compte tous ces facteurs, ne sont pas un facteur significativement associé à la somnolence. Donc, vraiment retenir que la somnolence, c'est multifactoriel et qu'il n'y a pas que les apnées qui peuvent engendrer de la somnolence. Deuxième élément important à prendre en compte, mais ça vous le savez, dans nos patients qui ont des apnées du sommeil, tous ne sont pas somnolents. Ça, c'est une étude sur une grosse population espagnole de patients chez qui on a montré les apnées par un système valide d'enregistrement. Ils ont plus de 15 événements par heure. Et vous voyez qu'il y en a 40% qui ne sont pas somnolents sur les Powers. Et on peut retenir que la relation entre l'index d'apnée et la somnolence sont plus importantes chez les sujets jeunes et plutôt chez les hommes que chez les femmes et chez les sujets plus âgés. Alors, on l'a dit, Jean-Louis l'a dit, la somnolence, c'est un facteur important de perturbation, enfin, c'est un problème de santé publique significatif. Ça augmente la consommation de soins, ça augmente le risque d'accidentologie. Vous voyez qu'en gros, quand on est somnolent, on a 2 à 3 fois plus de risque d'être victime d'un accident de voiture. Et puis, ça augmente le risque cardiovasculaire. Et il y a tout un corpus de littérature actuellement assez intéressant qui montre que la somnolence, associée ou non aux apnées, est un facteur de risque cardiovasculaire. Je vous montre juste rapidement cette étude. C'est des patients coronariens. Après l'infarctus, on leur fait un EPORS, un enregistrement de sommeil, puis on les suit au cours du temps. Et ce qu'on montre, c'est que les seuls patients qui sont à sur-risque cardiovasculaire, c'est ceux qui ont à la fois les apnées et la somnolence. Ceux qui ont les apnées sans la somnolence ne sont pas à sur-risque, même si les mécanismes sous-tendus par ça sont pas évidents. Il y a clairement un effet de la somnolence sur le risque cardiovasculaire. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que dans les apnées, on a un traitement qui marche sur la somnolence, c'est la PPC.
Pour ça, on a des essais randomisés. On a comparé la PPC, soit pas de traitement, soit des placebos de PPC. Vous voyez que globalement, tout patient confondu, sur un nombre de patients inclus dans ces études importants, plus de 7000 patients, on baisse de l'ordre de 2 points l'échelle d'Epworth sous PPC par rapport à un placebo, et on la baisse de façon encore plus importante si on prend des patients qui sont somnolents au départ. Alors, une question importante, c'est combien de patients convenablement traités par PPC vont garder de la somnolence. Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, mais vous voyez qu'il y a un écart type très important au sein de ces études. On va de 10%, c'est-à-dire que c'est pas très fréquent, à 55% dans certaines études. Ça veut dire qu'un malade sur 2 resterait somnolent. Alors, il y a des explications à cette grande variabilité entre les études, et une des explications notamment, c'est que ces études mêlent très souvent des patients qui sont somnolents au départ. Donc là, si on garde de la somnolence, c'est bien une somnolence résiduelle puisqu'elle existait au diagnostic. Et puis des patients qui n'étaient pas somnolents au départ, où là, on a une somnolence qu'on pourrait considérer comme émergente. Ils ne l'étaient pas, ils le deviennent. Hein. Alors si on prend des études qui ont essayé de faire le travail à peu près bien, c'est-à-dire on a exclu les malades non observants au traitement, on a exclu les patients qui avaient d'autres causes de somnolence, on va en reparler. Vous voyez qu'on arrive aux alentours de 20% quand on prend les malades somnolents au départ. Donc c'est pas si rare que ça. Si vous avez un malade somnolent sous PPC, même s'il est bien traité, que vous n'avez pas d'autre cause, on avait à peu près 20% qui vont rester somnolents sous traitement bien conduit. Alors, ce que a essayé de faire le groupe de travail, c'est de répondre à 3 questions, de donner les moyens de répondre à 3 questions face à un patient qui reste somnolent sous pression positive continue. La première, c'est est-ce qu'il y a bien une somnolence ? La deuxième, c'est est-ce que le patient est correctement traité par sa pression positive continue? Et la troisième, c'est est-ce que le patient, qui est sans doute la plus importante, n'a pas une autre cause de somnolence, un autre facteur explicatif de cette somnolence résiduelle? Alors si on prend ces 3 questions dans l'ordre, est-ce qu'il s'agit bien d'une somnolence? Et c'est pas si simple. Alors je vous renvoie à cette très belle revue qui a été publiée dans Lancet l'année dernière. C'est pas si rare qu'il y ait du sommeil dans Lancet. Hein. C'est un papier qui a été publié par Yves Dauvilliers. On va pas détailler tout ça, mais la somnolence, c'est un concept quand même assez compliqué. Alors, il faut bien retenir que la somnolence, ça se définit, selon l'ICSD-3, par une incapacité à rester éveillé et alerte pendant la journée qui va entraîner des besoins irrépressibles d'endormissement. C'est quelque chose qui vraiment se caractérise par j'ai du mal à rester éveillé dans la journée et je vais avoir de ce fait-là des accès de somnolence qui vont survenir dans la journée. Alors il faut différencier ça de symptômes qui peuvent être assez proches et avec une certaine collinéarité, c'est-à-dire qui peuvent coexister. La fatigue, c'est plus une lassitude, un épuisement physique. J'ai du mal à marcher, j'ai du mal à faire mon lit le matin, j'ai du mal à accomplir des tâches quotidiennes et c'est pas parfaitement amélioré par le repos. Ou quelque chose comme l'apathie, qui est plutôt, qu'on voit plus dans les maladies psychiatriques, comme la dépression, où il y a une absence d'énergie, de motivation. Mais dans la pratique, c'est pas si simple de faire la différence entre les deux et c'est vraiment un travail important à mettre en œuvre. Alors pour ça, on a des échelles. Et nous, on utilise, les pneumologues, très souvent l'échelle d'Epworth, on la critique, mais c'est quand même une échelle qui est universellement utilisée. Et vous l'avez vu, c'est l'échelle qui a été utilisée pour sélectionner les patients et montrer l'efficacité des médicaments. Alors si on veut retenir quelques règles, probablement une seule mesure d'Epworth ne suffit pas. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits à l'époque par l'équipe de Saint-Antoine notamment, où on faisait l'Epworth plusieurs fois chez les patients sous PPC. Et il y avait certains malades qui représentaient un petit tiers des patients qui avaient une grande labilité de l'Epworth. S'ils étaient somnolents en septembre, puis vous les revoyez en novembre, vous n'avez rien changé, ils ne le sont plus. Donc probablement plusieurs mesures d'Epworth. Deuxièmement, ça c'est très important, la fréquence et le retentissement de la somnolence. Et il y a une autre façon de voir les choses, il y a une équipe islandaise qui travaille pas mal là-dessus, c'est tout simplement la question combien de fois par semaine êtes-vous gêné par de la somnolence? On considère qu'il y a une somnolence significative à partir de 3, et Epworth et ça dit pas tout à fait la même chose. Et c'est important de prendre en compte la gêne occasionnée par la somnolence et pas seulement la valeur de l'Epworth. Évaluer la somnolence dans des conditions importantes et en particulier des conditions critiques. Alors bien sûr, il y a la somnolence au volant, hein, et ça c'est très très important, la somnolence au travail, les activités domestiques.
dans quelle mesure cette somnolence perturbe la vie du patient, et ça c'est très important à prendre en compte, évaluer les autres composantes de somnolence, l'hypersomnie, l'inertie de sommeil. L'inertie de sommeil, ça veut dire je me réveille le matin, et enfin j'ai beaucoup de mal à me réveiller le matin, j'ai un besoin de sommeil boulimique le matin au réveil, et puis évaluer les symptômes différents de la fatigue, de la somnolence, la fatigue. Alors on a des échelles comme l'échelle de Pichot, Chadler, etc., qui sont des échelles qui permettent d'évaluer, de différencier la somnolence de la fatigue. Et puis, évaluer le retentissement sur la qualité de vie. Je crois que la somnolence, elle pose problème, elle doit être prise en compte et traitée si elle pose un problème au patient, si elle altère la qualité de vie, si elle perturbe le fonctionnement dur. Deuxièmement, évidemment, avant d'ajouter un traitement à la PPC, il faut vérifier que la PPC est faite correctement. Alors, il y a l'observance, bien évidemment. Alors là, il y a beaucoup de données publiées qui montrent que plus vous mettez votre machine ici, plus vous avez de chances de normaliser votre échelle des Epworth, et inversement, plus vous la mettez, moins vous avez de risque de rester somnolent sous pression positive continue. Encore une fois, l'interprétation de cette association n'est pas forcément simple, mais elle existe de façon indiscutable. Et puis on a des recommandations, tout simplement, de santé publique, de durée de sommeil. L'Académie américaine de médecine du sommeil dit il faut dormir, quand on est adulte, 7 à 9 heures par nuit. Donc nous, on a considéré que on ne pouvait pas prescrire un médicament éveillant à un patient qui a une observance de la PPC inférieure à 6 heures. 6 heures minimum d'utilisation en moyenne avant de prescrire un éveillant. Ensuite, depuis combien de temps le patient est traité? Ça, c'est également une information à prendre en compte qui est importante. Ça, c'est des données de la cohorte ESSADA, qui est une cohorte européenne. Ce graphique, il montre tout simplement que la somnolence persistante sous PPC diminue considérablement avec le temps, l'ancienneté du traitement. Vous voyez que si vous êtes à 3 mois de la prescription, vous avez pratiquement 40% de malades qui ont une somnolence résiduelle. Si vous êtes à 24 mois, on est autour de 10-12%. Alors, il faut trouver un seuil qui ne pénalise pas le patient, mais qui tient compte de ce paramètre-là. On a dit 6 mois. 6 mois de PPC avant de prescrire un traitement, ça veut dire que vous avez laissé 3 mois pour régler les problèmes, équilibrer le traitement, et vous avez 3 mois d'un traitement bien équilibré pour juger vraiment de la persistance d'une somnolence sous traitement. Alors évidemment, il faut que la machine enlève les apnées. Si vous n'êtes pas efficace sur la maladie, vous ne pouvez pas considérer qu'il y a une somnolence résiduelle. Alors nous, les pneumologues, on utilise les données machines habituellement pour dire la machine traite les apnées. Et on a habituellement des seuils autour de 10 d'index d'apnée fournis par la machine pour dire ça marche. Ça, c'est bien quand le patient est corrigé. C'est pas suffisant quand le patient reste symptomatique. Donc, on a considéré que pour valider l'efficacité de la PPC avant de prescrire, il fallait un enregistrement polysomnographique sous pression positive continue, avec l'objectif, si possible, de montrer que la machine, la pression enlève les apnées, les hypopnées, le ronflement et même les phénomènes de limitation de débit éveillants qui peuvent persister sous traitement. Donc, on va considérer que la machine est efficace si sous pression positive continue, bon c'est un objectif un peu maximaliste, mais qu'on peut discuter, si on a un index d'événements résiduels à moins de 5 sous PPC, moins de 5 apnées, hypopnées, phénomène de limitation de débit éveillant, RERA. Et puis, bon, il faut corriger ce qui parfois gêne le patient sous pression positive continue. Alors il y a bien sûr les fuites. C'est pas forcément les fuites en termes de taux de fuite sous PPC, mais c'est les fuites qui occasionnent des perturbations pour le patient. Et on sait qu'il n'y a pas tellement de corrélation entre le niveau de fuite et la somnolence résiduelle, mais plutôt entre des fuites qui gênent le patient et la somnolence résiduelle. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Alors on a également considéré la possibilité que les machines autopilotées par les variations de pression puissent occasionner une fragmentation de sommeil. Ça avait été montré dans cette étude. Vous voyez où on a des pics de pression générés par la machine qui sont associés à des phénomènes d'éveil. Donc une solution, par exemple, si vous avez un patient qui garde une somnolence sous PPC avec des phénomènes d'éveil au cours de la nuit sous PPC autopiloté, ça peut être de passer dans un premier temps par un mode fixe pour laisser quelques temps avant de voir si ça s'améliore pas.
Et puis enfin, donc, le patient est observant, le patient a une machine qui fonctionne, qui corrige les apnées, et troisième question, c'est la plus importante, est-ce que le patient a d'autres raisons évidentes ou à chercher d'être somnolent? Alors, on va pas faire un cours sur la somnolence de manière générale, mais il y a différentes grandes causes de somnolence, la durée insuffisante de sommeil, les causes psychiatriques, les causes médicamenteuses ou toxiques, les hypersomnies centrales, des causes médicales autres qui sont évidemment plus rares. Alors, vraiment, un des premiers facteurs à regarder chez un malade qui est somnolent, c'est la durée de sommeil. Donc, on a des outils comme l'agenda de sommeil, présenté ici, puis on a d'ailleurs un agenda de sommeil qui est transmis par la machine, tout simplement, hein. On sait combien de temps le patient porte sa machine chaque nuit, on peut assez raisonnablement considérer qu'il la porte essentiellement quand il dort. Donc on a une évaluation de la durée de sommeil. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on ne prescrivait pas un médicament éveillant sans avoir fait un agenda de sommeil sur 2 semaines préalable, et qu'on souhaite avoir une durée de sommeil supérieure ou égale à 6 heures par nuit. Et au-dessous de 6 heures par nuit sur une semaine, il y a une dette de sommeil qu'on doit considérer comme la principale cause de somnolence résiduelle. Et il faut à ce moment-là essayer de mettre en œuvre des moyens pour augmenter la durée de sommeil du patient. Ensuite, il y a la dépression, vous l'avez vu tout à l'heure. En population générale, le premier facteur d'EPORS élevé, c'est la dépression. Alors, on a des psychiatres dans le groupe qui ont adressé cette question-là, et ils nous ont dit il faut rechercher la dépression en utilisant des échelles validées. Alors eux, ils ont considéré ces 2 échelles-là, hein, notamment le PHQ-4 ici, ou l'HAD. PHQ-4 intéresse, qui est une échelle qui est très très simple, 4 items, très rapide à compléter. Et donc, on doit chercher une dépression, et si on a des symptômes dépressifs, demander un avis spécialisé pour évaluer l'existence réelle d'une dépression. Et le deuxième élément, si vous avez un patient dépressif sous antidépresseur qui garde une somnolence, on ne prescrit pas de médicaments éveillants, pas de coprescription sans un avis spécialisé. Ces médicaments peuvent avoir des risques chez les malades qui ont une dépression caractérisée. Bon, les médicaments, ça a été déjà un peu présenté tout à l'heure. Je vous renvoie à ce papier du Lancet, mais il y a évidemment un certain nombre de médicaments qui peuvent générer de la somnolence, les benzos, les morphiniques, certains antidépresseurs sédatifs. Donc, il faudra prendre en compte ce facteur potentiel de somnolence avant de prescrire un médicament. Et puis enfin, les hypersomnies centrales, évidemment, c'est beaucoup moins fréquent, hein. Si on prend la narcolepsie, qui est l'hypersomnie centrale par excellence, c'est 100 fois moins fréquent que les apnées du sommeil, mais il faut pas passer à côté. Alors on a dit qu'il faut faire des tests de vigilance à la recherche d'une hypersomnie centrale alors pas systématiquement, et c'est je pense cette version-là qui va être retenue, mais quand il y a ce qu'on a appelé des signaux d'alerte, c'est-à-dire des symptômes qui vont évoquer une hypersomnie centrale associée aux apnées, sujet jeune, prise de poids, somnolence sévère. Il faut retenir qu'un EPORS à 16, 17, 18, c'est exceptionnel dans les apnées du sommeil. Ça doit faire rechercher une hypersomnie, une autre cause de somnolence associée, paralysie du sommeil, hallucination, à l'endormissement au réveil, inertie sévère du sommeil pour l'hypersomnie centrale. Donc quand vous avez un de ces items-là, un de ces symptômes-là, il faudra aller jusqu'à l'enregistrement du sommeil. Voilà, pour conclure, ça a été dit par les différents intervenants, la somnolence c'est multifactoriel. Avant d'engager un traitement stimulant pour une somnolence persistante ou en présence d'une intolérance au traitement, il faut vérifier un certain nombre de points. On peut retenir la règle des 3 x 6, 6 heures de sommeil par nuit, 6 heures de PPC par nuit, 6 mois de traitement au minimum, et puis la comorbidité majeure qu'est la dépression. Une fois qu'on a fait ce travail, on peut considérer l'indication d'un traitement stimulant. Alors on en a 2. Et on n'a pas d'études comparatives aujourd'hui qui permettent de se positionner. Donc il y a un facteur qui a été très bien présenté, c'est le facteur risque cardiovasculaire. Si votre patient est à haut risque cardiovasculaire, ça ne sera pas le solriamfétol, ça sera le pitolisant en première intention. Si votre patient est à bas risque, on a la possibilité de prescrire l'un ou l'autre. Et encore une fois, il n'y a pas d'études comparatives. Et dans les 2 cas, il faudra suivre le patient, surtout sous solriamfétol, pour sa pression artérielle. Et puis, pour le
Et je termine avec ça. Il y a une indication chez le malade intolérant à la PPC, le malade qui est somnolent mais qui ne supporte pas la PPC. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des alternatives à la PPC avant d'aller sur le médicament éveillant chez ces malades-là, les orthèses, et puis récemment approuvé par l'HAS en France, la stimulation du 12 qui peut être proposée chez certains patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'arrête là et on passe aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a un autre micro, là. Ouais. Oui, il y a plein de questions. Je ne sais pas si on va... Il y a plein de questions. Oh là, oh là, oh là. Même à l'heure du déjeuner, il y a plein de questions. Voilà, ça marche. Alors, je vous remercie. Je reviens un tout petit peu par rapport aux indications. Je sais que c'est essentiellement l'hypersomnolence résiduelle après PPC. Alors, mes questions sont d'ordre pratique. Est-ce que vous pensez qu'il y aura... on peut élargir ces indications, notamment chez les enfants, avec ou sans SAS, voire SAS léger à modéré, avec retentissement de la somnolence et physique, psychique, mais aussi scolaire éventuellement. Alors, autre question, toujours d'ordre pratique, comme on est des allergologues, on sait que c'est des stimulants du système histaminolibérateur. Alors, qu'en est-il justement par rapport à leurs indications chez les patients allergiques? Sur la première question, je crois qu'il n'y a pas de données aujourd'hui, mais Jean-Louis confirmera, il n'y a pas de données chez l'enfant de ces médicaments. Donc ça n'exclut pas le fait peut-être qu'un jour il y en aura et qu'il y ait la possibilité de les prescrire, mais je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas de données et l'autorisation de mise sur le marché en France et l'indication elle est chez l'adulte. Hein. Il y a des données dans la narcolepsie, voilà. Mais dans les apnées, il n'y a pas de données chez l'enfant. Et sur les aspects pharmacologiques, alors pour l'allergie, c'est un mécanisme purement central sur les H3 et qui diminue plutôt la quantité d'histamine dans la synapse, donc ça va plutôt dans le bon sens. Voilà, donc il n'y a pas de signal en tout cas qui augmente. Voilà, mais il n'y a pas de signal en faveur d'une allergie exacerbée sous ces médicaments. Donc ils n'induisent pas une histaminolibération, c'est ça? Non. Alors si, mais c'est un mécanisme purement central, donc c'est pas périphérique. D'accord. Dans le système nerveux central, donc vis-à-vis des allergies, il n'y a pas d'interférence. Question, vous voulez préciser les choses? Il n'y a rien à voir avec l'allergie. L'allergie, l'allergie, c'est un phénomène qui est en dehors du cerveau. Il y a une libération d'histamine en dehors du cerveau. Et c'est les récepteurs H1 qui sont impliqués. Là, pitolisant agit sur le récepteur H3, il les bloque au niveau intracérébral et il libère de l'histamine au niveau synaptique pour augmenter l'éveil et la vigilance. Mais ce sont deux systèmes complètement séparés. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous utilisez des anti-histaminergiques, anti-allergiques de première génération, ils passent la barrière hémato-encéphalique, et vous le savez depuis très longtemps, et ils endorment les gens. Hein, ça a des effets indésirables. Parce qu'ils vont agir sur les récepteurs H1 intracérébraux, qui sont également dans le système de l'éveil. Quand l'histamine est libérée dans la synapse, ça va sur le H1, augmente l'éveil. Si vous donnez un anti-histaminergique, anti-allergique de première génération, ça va dans le cerveau et ça va bloquer le H1 intracérébral et c'est pour ça que vous avez une somnolence. Et l'histamine a été bien décrite dans les années 1910. Les premiers anti-allergiques, anti-H1, dans les années 30-40, effet indésirable, c'était la somnolence. Donc les chercheurs ont cherché ce qui se passait dans le cerveau. Ils ont retrouvé le H1, le récepteur H1, un récepteur H2 et le récepteur H3. Merci pour cette précision. Bonjour.
Moi, j'ai pas de questions pour vous. Je veux juste vous remercier pour ces belles présentations et je suis très contente que vous soyez ici parmi nous en Tunisie. Mais ma question, elle est surtout pour le représentant de Bioprojet. Sur le plan pratique, comment ça se passe ici? Est-ce que le traitement il est commercialisé ici en Tunisie? La prise en charge par la CNAM, le prix, est-ce qu'on peut le prescrire en France? Ça marche très très bien. En Tunisie, comment ça va aller? Merci. Oui, bonjour. Alors, au niveau de ce qui se passe actuellement sur l'enregistrement du pitolisant, au niveau donc de la DPM, c'est pas évident du tout. Pourquoi? Par rapport à plusieurs facteurs, notamment le prix. Le prix vis-à-vis par rapport à la République tunisienne et le ministère de la Santé, en fait, et le ministère du Commerce, bloque un peu ça. C'est-à-dire pour les instances, les autorités tunisiennes, aujourd'hui, c'est pas une priorité. C'est ça le problème. Au niveau du dossier, il n'y a rien actuellement de commercialisé en Tunisie dans cette indication-là. Et pour l'instant, c'est en attente, c'est-à-dire en recherche. Si les autorités nous donnent l'aval pour pouvoir mettre en place un dossier d'enregistrement, bien sûr, il sera le bienvenu. Mais pour l'instant, non. C'est catégorique par rapport aux différentes réunions que nous avons eues avec la DPM. Voilà, malheureusement. Ce qu'on peut dire, c'est que si les recommandations internationales deviennent bien alignées entre l'Europe, les États-Unis, ce qui est le cas, il y a des nouvelles études qui sont en train de sortir aussi. Je pense que petit à petit, ça va ouvrir une porte pour favoriser, pour intéresser les autorités de santé. Probablement pour vous, c'est difficile l'accessibilité aujourd'hui à ce produit. Voilà. Mais de toute façon, il faut continuer à produire de l'évidence pour que ça soit considéré. Vous vouliez commenter, je crois, tous les deux, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Une petite question pour faire court. Quand vous prescrivez le pitolisant, est-ce que vous, pour la somnolence, la mettre en évidence, pour vous, c'est simplement la clinique, l'échelle des portes, ou est-ce que vous êtes obligé de passer par des tests de vigilance, TME, ou ce que vous voulez, Osler? Et deuxième autre question, quand vous avez des patients dépressifs sous traitement, bon, on sait que les tricycliques, vous ne pouvez pas associer le pitolisant avec, mais est-ce que vous êtes obligé de passer, là vous l'avez dit, avec le psychiatre? Mais sur les études qui ont été réalisées, il y avait une population dépressive. Vous avez dû faire ça pour les patients que vous avez inclus. Et est-ce que vous avez changé des médicaments, la prise en charge, etc. C'est pas une petite question, alors, ça, mais bon. Non, mais je pense que Frédéric l'a très bien présenté. Il faut être pragmatique comme d'habitude, hein. C'est-à-dire que les échelles qu'il a proposées sont assez simples. Si vous avez un doute, il faut le montrer au psychiatre. Je pense que ce n'est pas une prescription quand même qui est si commune que ça. Non, il faut poser la question au psychiatre. Ça, c'est la première réponse. Dans les études, les dépressions sévères étaient exclues dans la plupart des études. Donc, on n'a pas vraiment de réponse à partir des données qui sont dans les études. C'est vraiment une gestion pragmatique et Marc va faire une présentation cette année sur la médecine, Marc Sapen, sur la prise en charge multidisciplinaire de ces patients. C'est un bon exemple, hein. Juste, la première question, c'était est-ce qu'il faut contrôler l'efficacité par un test de vigilance? Ça, je pense pas, hein. On traite une plainte clinique et on va vérifier la tolérance, notamment sur le plan cardiovasculaire, si on met notamment avec le solriamfétol, puis on va vérifier l'efficacité clinique, le patient est mieux, hein. Et sur la dépression, je pense que c'est vraiment un problème compliqué parce qu'il y a vraiment une collinéarité entre l'échelle d'Epworth et les symptômes de dépression. Donc c'est pas parce qu'il y a une échelle de dépression qui s'allume
qu'il y a une contre-indication formelle, mais effectivement, là, il faut prendre l'avis d'un psychiatre pour dire oui ou non, il y a une dépression caractérisée, et dans ce cas-là, prendre en charge cette dépression avant de considérer un éveillant. Mais je pense que c'est effectivement une sécurité importante. Mais c'est pas parce que l'échelle s'allume que le patient est vraiment dépressif et ne pourra pas bénéficier du médicament, je pense. Parce que... la dépression. Juste, tu parlais de pragmatisme. C'est très bien, les 3-6, on adore toutes ces choses-là, mais il faut les nuancer. On reste des médecins, tu es d'accord. Et en particulier pour les 6 mois. 6 mois d'attente, moi, ce que je vois à longueur de temps, c'est des chauffeurs routiers, des chauffeurs de train. J'attends pas les 6 mois. On les contrôle en général, nous, avec des tests de maintien d'éveil lorsque c'est professionnel, après 1 mois. D'ailleurs, je suis très étonné en général de la grande efficacité de la PPC chez ces patients-là sur le 1er mois. Et là, tu es sans doute au courant qu'à Bordeaux, nous avons le grand professeur Pierre-Philippe. Et il sort une échelle, la bosse. Ah, oui, c'est pas le boss, hein, oui. C'est la bosse, la Bordeaux, etc. Et qui est une échelle assez formidable. Hein. Donc moi je commence à l'utiliser, qui est une échelle pour mesurer le risque d'accidentologie. Oui. Et donc ça doit sortir, je crois, ou c'est sorti dans le Lancet, hein, je crois. Donc ça va beaucoup nous aider sur les 6 premiers mois. Non, alors, non, mais je suis complètement d'accord. Non, juste pareil, François, je réponds juste à Marc. Mais on est bien d'accord que là, le travail qui est fait, c'est un travail de recommandation qui a toujours un positionnement un peu dogmatique et qui donne des repères. Mais maintenant, chaque patient a une situation qui est personnelle, particulière, et effectivement, quand il y a un risque lié à la conduite, il ne faudra probablement pas attendre 6 mois pour dire le malade est somnolent, il le reste et il faut faire quelque chose. On est bien d'accord avec ça. Bon, je vous remercie vivement d'avoir accepté de participer à notre symposium, à notre séminaire, mais j'ai 2 petites questions. La première, est-ce que vous avez eu des cas d'intolérance à l'Ozawad, des effets secondaires importants en dehors de... Bon, l'hypertension artérielle, apparemment, ça ne le fait pas. Et la deuxième question, dans ma pratique quotidienne, j'ai des patients qui ont un SAS, au-delà de 15 apnées, hypopnées par heure, et qui ne veulent pas de PPC. Il y en a qui ne veulent pas absolument, ils ne veulent même pas essayer de l'utiliser. Ils me demandent des fois leur test d'avancée mandibulaire, des fois aussi ils refusent. Est-ce qu'on peut leur proposer l'Ozawad après avoir éliminé la dépression et d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'hypersomnolence? Et troisième petite question, la dose moyenne d'utilisation de ce produit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dose à ne pas dépasser ou une dose où on peut donner des doses faibles dans certaines conditions? Alors, le profil de tolérance, il est quand même bon, hein, on vous l'a dit sur le plan cardiovasculaire. La plupart des effets secondaires sont mineurs. La seule chose qu'on retient, c'est le QTC, hein, tu en as dit un mot, je crois, Frédéric, dans la surveillance cardiovasculaire, bien qu'il n'y ait pas c'est une recommandation d'ordre global. Concernant, en fait, votre deuxième question, je l'ai perdue, pardon. Votre deuxième question, à part la tolérance. Oui, la dose moyenne. Oui, alors la prescription dans le deuxième groupe. Donc il y a une première réponse, l'agence a donné une AMM. C'est-à-dire que dans la théorie, un patient chez qui vous avez tout bien fait, qui refuse la PPC, qui a une altération de sa qualité de vie et qui a une somnolence persistante, on peut prescrire de l'Ozawad. Comme l'a dit Frédéric dans sa dernière diapo qui est encore affichée, il y a des alternatives à la PPC et quand même les orthèses. Bon, la stimulation de l'hypoglosse, ça va être plus marginal. Le milieu est un peu hésitant dans cette indication-là, mais je pense que ça va se développer petit à petit. Là aussi, s'il n'y a pas de risque cardiovasculaire majeur, que vous avez vraiment mis en œuvre tous les éléments que vous pouvez mettre en œuvre pour des alternatives à la PPC, ça peut être une indication. Merci. Merci beaucoup pour les 3 présentations. Ma question, en fait, par rapport à la fréquence, en fait, de cette somnolence sous PPC. Pourquoi je pose cette question? Parce que
Moi, personnellement, je ne sais pas l'avis de mes collègues ici, mais on n'a pas vraiment un nombre important de patients apnéiques qu'on suit et qui gardent une somnolence malgré une bonne observance. Je sais que souvent, même s'il y a une somnolence résiduelle, il y a souvent une explication à ça, soit un problème d'observance, soit un autre problème associé. Et donc, si on arrive à résoudre le problème, la somnolence disparaît. Donc, de vraies somnolences résiduelles, vraiment, c'est pas fréquent chez nous. Donc, j'aimerais bien savoir le pourcentage dans le lot des malades apnéiques à parier chez vous. Et la deuxième question, c'est par rapport à la durée du traitement donc éveillant pour ce genre de problématique. Est-ce que c'est à vie ou bien c'est pour une durée bien déterminée? Et merci. Alors sur la prévalence, on s'appuie sur des études de cohorte qui sont quand même des registres qui sont quand même assez représentatifs de la vraie vie, hein, que ce soit l'étude qu'a montré Jean-Louis sur l'observatoire sommeil. Nous, on a des données qu'on n'a pas encore publiées, mais qui sont à peu près concordantes. Si vous prenez des malades somnolents au départ, des malades qui ont un Epworth à plus de 10 au départ, vous les traitez, vous les réévaluez à 6 mois ou 1 an, vous avez exclu les moins de 4 heures, vous avez exclu les malades qui ont une dépression caractérisée, vous avez exclu les malades qui ont des apnées résiduelles, vous l'aviez fait dans l'eau, et vous avez exclu les malades qui prennent des psychotropes, on a regardé, on arrive quand même à 20%. Vous savez, c'est comme dans l'asthme où on disait à un moment, nous, des asthmes qui vont pas bien, on n'en a pas, ils vont tous bien. Je pense que nous, on a un souci en France, hein, c'est qu'on a du mal à suivre les patients de façon extrêmement régulière telle qu'on devrait le faire. Hein. Et donc finalement, on voit que les prescriptions ne montent pas tellement, probablement parce qu'on a un problème de suivi régulier des malades. Mais bon, on est obligé de croire des données qui sont quand même sur des effectifs de patients importants, hein, plusieurs milliers de patients, en vie réelle. Les malades qui sont somnolents, il y en a probablement au moins 15 à 20% qui gardent un Epworth élevé sous traitement. Alors ça veut pas dire qu'il faudra traiter tous ces patients-là, hein. Il y a une démarche à faire, il y a évaluer le retentissement, est-ce que les Epworth restent élevés de façon stable, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur, mais ça existe, hein. Ça existe indiscutablement. Pour la durée, s'il vous plaît. À durée de traitement, les études, c'est des études à court terme, 3 mois, c'est ça. Et après, il y a les études de suivi qu'a montré Jean-Louis, où ça a l'air de se maintenir. Mais aujourd'hui, on est au début de l'histoire. On n'a pas un suivi très long en vie réelle. D'ailleurs, on a mis en place en France un registre qui a été demandé par la HAS, post-market, hein, justement pour voir comment l'effet se maintient au cours du temps. C'est très important de le savoir. Mais on a des données plutôt sur des courtes durées actuellement. Merci beaucoup.